La relaxation de l'aimantation. Je n'insiste pas sur la résonance elle-même, je crois sans elle il ne se passe rien, mais en réalité s'il passe quelque chose c'est après la résonance, c'est-à-dire on bascule l'aimantation, on n'a rien mesuré. On va arrêter l'onde de radiofréquence et maintenant on va calculer, et ce qu'on va mesurer ce n'est pas le basculement de l'aimantation nucléaire, c'est son retour à l'équilibre, ce qu'on appelle la relaxation. C'est le retour à l'équilibre, c'est la relaxation proprement dit. Il y a deux mouvements qui se combinent. En premier lieu, pourquoi ça revient? Eh bien, si vous basculez une aiguille de boussole, ça revient. L'équilibre veut que l'aimantation soit parallèle au champ magnétique. Ça veut dire que l'aimantation nucléaire, dès qu'elle est écartée de la direction de champ magnétique, se met à tourner autour de lui. Et bien entendu, elle va tourner pendant qu'elle remonte, donc le mouvement au retour à l'équilibre ressemble à ceci, dans laquelle la rotation s'appelle la précession, et elle se produit dès qu'on écarte l'aimantation de champ magnétique. Elle ne tourne pas quand elle est parallèle, parce qu'elle ne pourra pas tourner sur son axe. Mais dès qu'on l'écarte, elle précesse. C'est précession forcée, on va forcer à basculer, et quand on arrête la radiofréquence, elle va remonter toujours en tournant, et donc cette fois-ci on appellera une précession libre. Donc la précession libre, c'est la rotation qui se produit après l'impulsion de radiofréquence. L'aimantation est laissée à elle-même pour retourner à l'équilibre. Mais évidemment, ça peut tourner comme ça pendant des heures sans remonter. Et la précession ne constitue pas le retour à l'équilibre, mais l'accompagne, le retour à l'équilibre. Et le retour à l'équilibre, lui, s'appelle la relaxation. C'est cette relaxation qui va prendre énormément d'importance. Parce qu'on a aperçu plus vite en IRM, quand on mesure la densité de protons, si on mesure un signal dans chaque point, on aura une image, ce qui a été pensé au début. Mais les images étaient tellement moches, donc il ne suffit pas de mesurer l'aimantation. On a commencé à avoir des bons contrastes, c'est quand on a commencé à mesurer les temps de relaxation. C'est pour ça que la relaxation va être aussi importante en IRM. Là, on va devoir décrire de façon plus soigneuse ce retour à l'équilibre, et donc on va séparer la relaxation et la précision. On prend en premier lieu dans le repère ce qu'on va se donner par convention. L'axe Z présente le champ magnétique, c'est-à-dire que Z est parallèle au champ magnétique B0, et tout ce qui est sur Z il va s'appeler longitudinal, et tout ce qui est perpendiculaire au champ magnétique B0 va s'appeler transversal. Mais l'aimantation, elle tourne dans un champ de Tesla à 42 millions de tours par seconde. Ça va être extrêmement gênant à décrire une aimantation qui tourne assez vite. Donc pour la décrire mathématiquement, eh bien, on va tourner avec elle, et donc ce repère-là, c'est un repère tournant. Le repère qui accompagne la précession est dans ces conditions, il n'y en a pas. Et dans ce repère-là tournant, l'aimantation remonte dans un plan, et si je retourne avec, elle remonte dans un plan. C'est pour ça qu'on va décrire le retour de l'aimantation avec deux composantes. D'une part la composante longitudinale, donc on va projeter l'aimantation sur le champ magnétique, c'est-à-dire sur l'axe Z. Ceci s'appelle l'aimantation longitudinale, et on projette l'aimantation sur l'axe, le plan transversal, MXY, que l'on ne sépare pas en MX et MY. Comme on le fait d'habitude en maths, parce qu'on est dans un plan. Est-ce que je vois dans mon repère l'aimantation remonter dans un plan? Eh bien, je parle de l'aimantation longitudinale et l'aimantation transversale. Eh bien, maintenant, quand on a bien défini les deux composantes qui vont nous permettre de décrire le retour, eh bien, on va regarder comment elle revient. Puisqu'on a besoin que d'un plan en une composante longitudinale et une composante transversale. Donc,
On regarde évoluer ce plan au cours de temps. J'utilise une troisième dimension pour représenter le temps. Et le temps a pris une impulsion. Je place le patient dans un aimant. Donc il a acquis une aimantation longitudinale M0. Aimantation d'équilibre. Maintenant, je veux la mesurer. J'envoie une onde radiofréquence de 3 millisecondes et j'envoie une onde de radiofréquence de 90 degrés. Ça veut dire que maintenant l'aimantation devient transversale. Et je vais la regarder remonter dans son plan longitudinal et transversal. Et la regarder remonter au cours du temps. Et la remontée se fait comme dans le schéma. C'est la manière où l'alimentation retourne à son équilibre. Et quand on regarde maintenant le retour des composantes, on va voir apparaître une exponentielle. Sur le plan transversal aussi, on va voir une exponentielle. Comme ces exponentielles nous servent à mesurer le temps de relaxation, il est bien évident qu'on va utiliser un peu de temps sur la description de ces retours. Donc on va regarder séparément le retour de l'alimentation longitudinale, la repousse récupération, et sur le plan transversal, on regarde la décroissance de composants transversales au cours du temps. On les sépare. Regardons d'abord la composante longitudinale. Après une impulsion de 90 degrés, que devient l'alimentation? La composante longitudinale à 0, puisqu'elle va devenir complètement transversale. Si on regarde l'onde Z, c'est 0, et puis elle va remonter vers sa position d'équilibre. Par définition, donc on va dire qu'elle va remonter vers cette valeur-là, la ligne droite bleue parallèle à l'axe de temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de définir? Étant donné que les tissus remontent plus ou moins vite, et c'est ça qui est très important quand on a découvert le contraste en IRM, c'est que le tissu, en fonction de leur nature, remonte plus ou moins vite. L'aimantation longitudinale remonte plus ou moins vite, donc on a envie de définir le temps qu'émet l'aimantation longitudinale pour revenir à l'équilibre. Eh bien, on ne peut pas définir pourquoi. Eh bien, parce que le mouvement de retour est celui-ci, il est bien connu en physique. Imaginez qu'un coureur qui arrive près de la ligne d'arrivée est épuisé. Et chaque seconde, il va parcourir la moitié de ce qui lui reste, et donc il est à 10 mètres. Une seconde après à 5 mètres, une seconde après à 2,5 mètres, et une seconde après 1,25 mètres. Combien de temps il va mettre pour arriver à la ligne d'arrivée? C'est à l'infini, dans l'absolu. Maintenant, si vous mesurez au micro près, la question devient combien de temps pour arriver au micro. Et si vous mesurez au dixième de millimètre, là, ça devient différent. Donc, on ne peut pas définir un temps indépendamment de la précision qu'on veut, car dans l'absolu, le retour est infini. Et c'est pour ça qu'on va vous embêter avec des constantes de temps. On ne peut pas vous parler de temps de retour réel, mais on va vous parler de constante de temps de retour. Et dans cette remontée, là, il y a une constante. Imaginez que le coureur, à un moment quelconque, décide de ne plus ralentir. Il ne peut plus accélérer, mais il va à une vitesse constante. Et quel que soit où le mouvement il va prendre cette décision, il mettra le même temps à partir de la décision pour arriver à la ligne d'arrivée. Et s'il prend la décision à 10 mètres, il ne ralentit plus. Et mettons qu'il arrive en 2 secondes, mettons qu'il a ralenti et à 5 mètres, il décide de ne plus ralentir. Combien de temps il va-t-il mettre pour arriver à la ligne d'arrivée? Évidemment 2 secondes, parce qu'il est 2 fois moins, mais il va 2 fois moins vite, donc allant 2 fois moins vite, pour faire 2 fois moins de distance, il va mettre la même durée. Et s'il prend cette décision à 2,5 mètres, eh bien il arrivera à la ligne d'arrivée en 2 secondes, parce qu'il va 4 moins vite pour 4 fois moins de distance. Et c'est ce qu'on appelle la constante de temps de l'exponentielle. Et sur le schéma, il va se manifester
c'est une droite, et si on garde une certaine vitesse par rapport à cette courbe, il faut que je trace la tangente, c'est-à-dire au moment où je décide de ne plus ralentir, eh bien je prends la tangente. Si je décide de ne plus ralentir là, eh bien je trace la tangente et je regarde en combien de temps ça arrive à la ligne d'arrivée. Eh bien cette durée là, je l'appelle T1, le temps de relaxation longitudinale. C'est une constante, c'est un temps caractéristique. Si trace une constante ici, elle va rejoindre la ligne d'arrivée en un temps T1 et ainsi de suite. L'équation qui va nous permettre de décrire ça, eh bien, ne dites jamais que ceci est une équation exponentielle, c'est une réaction en chaîne, mais il y a une décroissance exponentielle, c'est la différence entre M0, la position d'équilibre, et la position en instant T. Cette différence-là décroît exponentiellement avec une constante de temps T1. Et on écrit M0 moins MZ à l'instant T est égal à M0 moins MZ à l'instant 0 exponentielle moins T sur T1. Je vais aller plus vite maintenant pour la composante transversale, parce que vous doutez bien que comme l'aimantation récupère exponentiellement, l'aimantation transversale décroît exponentiellement. Voilà à quoi ressemble la décroissance transversale. C'est encore plus simple. On voit bien, au lieu de ralentir et de descendre de plus en plus lentement, elle descend à vitesse constante. Elle arriverait à zéro en un temps qu'on appelle le temps de transversal. Puisque c'est la relaxation de l'aimantation transversale et quel que soit l'endroit où on prend la tangente, je vais trouver la même durée pour rejoindre la ligne 0. Ça c'est défini le temps de relaxation transversale. L'écriture de la décroissance exponentielle est beaucoup plus simple parce que mx de t égale à mx de 0 et exponentielle puissance t sur t2. C'est la définition exacte de la constante de temps de relaxation transversale t2. Bien entendu, comme ça nous ralentit en permanence et le retour est plus en plus lent, et bien quand on va regarder au bout d'un T2, on aura perdu 63% et donc on va se retrouver à 0,37. Et si on attend encore un autre T2, et bien on va diminuer de 63%, donc on va arriver à 14%. Un autre T2 on diminue de 63%, on arrive à 5%. Et un autre T2 on arrive à 2%. Donc pour retourner à 0, l'aimantation transversale prendre 4 à 5 T2. Mais ce qui nous choque là, on a pris deux variables, le T1 et le T2. Eh bien, quand un vecteur remonte, eh bien l'ombre qu'il fait sur l'axe longitudinal, axe Z, croît à la même vitesse que décroît l'autre côté normalement. On s'attend à ce qu'il y a la même constante de temps pour la composante transversale et longitudinale. Effectivement, si vous prenez un récipient d'eau pure, ici on bascule l'aimantation de 90 degrés, et puis on mesure la décroissance de l'aimantation transversale, et en même temps on mesure l'excroissance de l'aimantation longitudinale, vous apercevez que les deux sont à plusieurs secondes. N'apprenez pas le temps de relaxation, ça change de jour à l'autre avec la maintenance de la machine, etc. Donc c'est plusieurs secondes, ça dépend de la température et de l'intensité de champ. Et vous notez que dans l'eau pure, le T1 est égal à T2. Donc on a décrit deux constantes pour rien, sauf quand on ajoute des solutés. On s'aperçoit que tous les solutés vont faire décroître le T1 et le T2. Et cette fois, ils ne sont plus synchronisés. Et le T2 va décroître beaucoup plus vite que le T1. Et à la fin, quand on arrive à des solutés qui vont ressembler à l'eau, à matière, comme le cerveau, 80% d'eau, eh bien cette eau, elle a une forme, eau avec certaines contraintes. On arrive à ce tissu biologique, on s'aperçoit que le T1 est venu de l'ordre de la seconde, alors que le T2 est devenu de dixième de seconde. En permanence, et dans les tissus que l'on mesure en dehors de l'os,
les tissus mous vont se retrouver à un T1 qui est 10 fois plus grand que le T2. Lors des grandeurs des temps de relaxation de tissu humain, par exemple si on regarde le liquide céphalorachidien, c'est de l'eau, donc on est à 2-3 secondes, à peu près égal de T1 et T2. Et si maintenant on est dans le cerveau à une certaine consistance et donc de l'eau qui est très contrainte, à ce moment-là, on se retrouve avec ce rapport, la substance grise à un T1 de 900 millisecondes avec un T2 de 90 millisecondes. T2 10 fois inférieur au T1. Donc la substance blanche, on a une petite différence. 750 millisecondes, un petit peu plus court que le T1 de la substance grise. Et le T2 est 10 fois plus petit. La graisse, c'est le T1 le plus court de l'organisme, 300 millisecondes, et le T2 est de 10 millisecondes. Plus petit, et vous voyez tout le contraste est là. Le T1 décroît très progressivement, donc vous allez avoir le tissu de différentes intensités. Donc vous avez une super image anatomique. Tel noyau va être un peu plus clair, parce que là un T1 plus près de la substance blanche. Et le T2 pas du tout. Quand vous voyez T2, les images se confondent sauf l'eau, et c'est une information importante, parce que l'eau c'est l'œdème, c'est l'eau désordonnée dans les tumeurs, etc. Donc ça va donner une sensibilité extraordinaire, et vous allez voir les pathologies très rapidement. Par contre, ça ne sera pas spécifique, parce que toutes les pathologies vont se traduire par une augmentation de ce T2, et vous ne verrez pas l'anatomie, donc on a ici le rôle de T1 et T2 dans le contraste. Par contre, ce qu'on va comprendre ici, la physique derrière ça. Le problème se pose de savoir pourquoi un vecteur qui remonte n'a pas la même constante de temps, en transversal et en longitudinal. Eh bien, quand on regarde l'aimantation ici, à l'équilibre, vous voyez qu'elle est parallèle à B0. Quand on regarde le basculement ici, voilà ce que ça donne. Et c'est maintenant, on regarde le retour dans le repère de laboratoire. Et si je regarde en même temps la précision et la relaxation, voilà comment on remonte l'aimantation. J'ai tracé la trajectoire de l'extrémité de l'aimantation ici. Et elle remonte comme ceci. Et là, on a bien la précision et on a la relaxation. Et on remarque qu'elle remonte sur un sphère. Ça remonte sur un chapeau chinois. Ça signifie que le module ne reste pas constant. En réalité, ça remonte sur un module variable. Ça veut dire que le module diminue puis réaugmente. Et ce découplage T1 T2, quand vous avez un T1 qui est 10 fois plus petit que le T1, ça signifie qu'une fois vous avez basculé votre aimantation, en quelques dixièmes de seconde, il disparaît de plan transversal. Donc quelques dixièmes de seconde pour la mesurer. Mais elle est pour autant remonter, il fallait attendre quelques secondes pour qu'elle remonte le long de l'axe B0. Étant donné que le module n'est pas constant, ce n'est pas parce qu'elle est disparue de plan transversal qu'elle est remontée, donc le facteur 10 entre les deux permet complètement de découpler le T1 et le T2 et de considérer que lorsque l'aimantation a disparu de plan transversal, elle est loin d'avoir récupéré toute sa valeur dans l'axe longitudinal. Voilà pourquoi on a besoin de ces deux constantes, même si elles varient dans le même sens. Elles sont responsables de contraste, parce que d'un tissu à l'autre, ça va varier. Il y a un paramètre qui va jouer, c'est la mobilité moléculaire. Plus une molécule est mobile, plus son T1 et T2 est élevé. Et si on rajoute des solutés dans le récipient, on réduit la mobilité des molécules et on fait baisser le T1 et le T2. Simplement que le T2 descend plus vite que le T1, toute la différence d'approche sur le contraste. Merci de votre attention.